Depuis plus de 2 siècles, d'innombrables chasseurs de trésors ont parcouru les côtes d'Oak Island, convaincus que quelque part sous son sol se cache l'une des plus grandes fortunes cachées de l'histoire. Des générations ont investi des fortunes, sacrifié des années de leur vie, et ont refusé d'abandonner la conviction que quelque chose d'extraordinaire reste enfoui sous la surface de l'île. Et si le prix que tout le monde court après n'avait jamais été une montagne d'or? Et si le véritable secret caché sous Oak Island était quelque chose de bien plus ancien, de bien plus mystérieux et infiniment plus précieux qu'un trésor mesuré en pièces de monnaie? Sur le lot 25, Gary Drayton balayait lentement le sol avec son détecteur de métaux lorsque la machine émet soudainement un signal aigu et indubitable. Marty Lagina s'arrête immédiatement de marcher, son attention fixée sur la parcelle exacte de terre où Gary s'est arrêté. Quelques instants plus tard, le premier artefact commence à émerger du sol, ses bords tachés de la patine verte incomparable que seul le cuivre vieux de plusieurs siècles peut produire. Ce n'est que le début d'une découverte qui enverra l'imagination de l'équipe dans des directions auxquelles peu de gens s'attendaient. Au fur et à mesure que la journée avance, les découvertes deviennent de plus en plus difficiles à considérer comme de simples reliques. Debout au bord du mystérieux marais, un membre de l'équipe ose finalement prononcer à haute voix un nom qui résonne dans l'histoire religieuse depuis des milliers d'années, l'Arche d'Alliance. Il s'agit d'une possibilité étonnante, si extraordinaire que même la mentionner semble presque incroyable. Pourtant, à Oak Island, où des histoires impossibles ont à maintes reprises brouillé la frontière entre mythe et histoire, même les théories les plus folles exigent au moins un moment de réflexion. La recherche commence à côté d'un arbre vieillissant à une courte distance des fondations en pierre en ruine de la maison qui appartenait autrefois à Samuel Ball. Gary Drayton a passé des décennies à développer son instinct pour le langage de son détecteur, apprenant à distinguer les déchets ordinaires des signaux qui murmurent quelque chose de bien plus significatif. Quelques minutes plus tôt, Marty lui avait souri et l'avait encouragé en disant « Allons trouver quelque chose de bien ». Gary hocha simplement la tête, confiant que l'expérience lui avait appris à écouter lorsque la machine parlait clairement. En brossant soigneusement les couches de terre compactées, Gary retourne l'objet dans sa main gantée. La saleté disparaît lentement à mesure que le contour devient plus clair, révélant ce qui semble être une partie d'un petit couteau de poche pliant. Le temps l'a réduit à seulement un fragment de sa forme originale, avec la lame toujours étroitement repliée à l'intérieur d'une coque corrodée, dont les extrémités sont devenues d'un vert foncé après avoir passé des générations sous terre. Même dans son état endommagé, il semble immédiatement différent des innombrables objets ordinaires découverts au fil des années. Gary étudie la corrosion avant de proposer tranquillement sa conclusion. La coloration verte provient presque certainement du cuivre, ce qui explique pourquoi son détecteur a produit un signal si puissant en premier lieu. Marty examine la pièce de près et remarque que les objets fabriqués avec des raccords en cuivre de ce type sont rarement fabriqués aujourd'hui. L'artefact peut sembler insignifiant à un observateur non averti, mais pour les chasseurs de trésors expérimentés, chaque détail raconte une histoire qui attend d'être découverte. Alors que Marty fait tourner le couteau sous la lumière du soleil, quelque chose dans sa construction attire son attention. Les proportions semblent raffinées, le savoir-faire étonnamment élégant, et la conception générale semble beaucoup trop sophistiquée pour avoir appartenu à un ouvrier ordinaire travaillant simplement la terre. Cela ne ressemble pas à un outil bon marché, jeté négligemment dans un champ. Au lieu de cela, il présente le caractère discret d'un objet ayant autrefois appartenu à quelqu'un habitué à la qualité, peut-être même à quelqu'un aux moyens considérables. Cette prise de conscience devient encore plus intrigante en raison du terrain d'où elle est issue. Samuel Ball reste l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire d'Oak Island. Né en esclavage avant de finalement obtenir sa liberté, Ball a surmonté des obstacles extraordinaires pour devenir l'un des propriétaires fonciers les plus prospères de l'île, à une époque où les opportunités pour quelqu'un de son passé étaient douloureusement limitées. Sa remarquable réussite financière a intrigué les historiens pendant des générations, soulevant des questions auxquelles on n'a jamais pleinement répondu. Tenant Pensivement, le couteau Marty réfléchit à ce mystère avec une curiosité mesurée. Les documents historiques ne racontent qu'une partie de l'histoire de Samuel Ball et ne parviennent peut-être pas à expliquer tout ce qu'il possédait ou accomplissait réellement. Si un couteau de poche de gentleman finement travaillé reposait autrefois sur la propriété de Ball, il ne représente peut-être pas un trésor en soi, mais il suggère un style de vie plus prospère que ne le reconnaissent de nombreux documents officiels. Parfois, un petit artefact parle bien plus fort qu'un coffre rempli de pièces de monnaie. Pour Marty, de telles découvertes renforcent une suspicion qu'il porte depuis des années.
Il a longtemps cru que la richesse remarquable de Samuel Ball ne pouvait pas être entièrement expliquée par la seule agriculture ordinaire. Peut-être que l'histoire a négligé des chapitres importants de la vie de Ball, ou peut-être qu'il y a eu des opportunités et des liens jamais enregistrés dans les documents survivants. À Oak Island, même la plus petite question sans réponse peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus vaste. Gary met soigneusement le couteau de côté, expliquant qu'un nettoyage approprié finira par en révéler beaucoup plus sur sa construction et son âge, une fois que des siècles de corrosion auront été éliminés. Pour l'instant, les deux hommes conviennent qu'il s'agit d'un début exceptionnellement encourageant pour leurs recherches. Ils échangent des sourires optimistes, satisfaits que la journée ait déjà produit quelque chose qui mérite une étude plus approfondie. Aucun d'eux ne se rend compte qu'à quelques mètres seulement un autre signal les attend qui soulèvera des questions encore plus intrigantes. En continuant à travers la propriété, Gary fait glisser régulièrement la bobine de recherche du détecteur sur le sol. Un nouveau signal interrompt soudainement le calme sonant sensiblement différent du premier. Au début, cela produit un ton plus plat et moins convaincant, mais ensuite la réponse s'accentue jusqu'à ce que Gary soit convaincu que quelque chose de solide repose juste sous la surface. Des années d'expérience lui disent que c'est une cible qui mérite d'être étudiée. En creusant soigneusement le sol, Gary libère bientôt un petit morceau de métal plat. Dès l'instant où il prend place dans sa main, il remarque son poids inhabituel et sa forme équilibrée. Pendant un bref instant, il ressemble presque à un vieux badge, mais une inspection plus approfondie exclut rapidement cette possibilité. Au lieu de cela, Gary commence à reconnaître des caractéristiques qui suggèrent quelque chose de complètement différent. Pour son œil expérimenté, l'artefact semble faire partie d'une plaque décorative autrefois fixée à un mousquet antique. Marty incline doucement l'objet vers la lumière tout en éliminant davantage de saleté de sa surface. Lentement, des lettres usées commencent à émerger à travers la crasse, jusqu'à ce qu'un mot devienne clairement clair. Le métal porte une inscription simple mais puissante. Brevet. Cela ne fait aucun doute, dit doucement Marty, passant son pouce sur les lettres avec une excitation indubitable. Il avait espéré que l'artefact contiendrait des marques capables d'identifier son origine, et c'est exactement ce qu'il a livré. Un mot d'apparence ordinaire transforme soudain la découverte en quelque chose de bien plus précieux. En archéologie, les inscriptions apportent souvent des réponses que les beaux objets ne peuvent à eux seuls apporter. L'importance d'une plaque brevetée s'étend bien au-delà de son apparence. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, les armes à feu ont connu un développement technologique rapide en Europe et en Amérique du Nord coloniale. Les fabricants apposaient souvent des plaques de brevets gravées pour identifier des mécanismes innovants, des améliorations techniques uniques ou des conceptions exclusives qui distinguaient une arme d'une autre. De tels marquages fonctionnaient presque comme des signatures préservant des indices sur l'artisanat et l'histoire. Gary étudie attentivement les lettres avant de proposer son estimation. D'après le style de la gravure, il pense que l'artefact date probablement entre 1790 et 1830, ce qui le situe carrément dans la période pendant laquelle Samuel Ball occupait la propriété. Marty reconnaît immédiatement l'importance de cette conclusion. La chronologie s'aligne remarquablement bien avec l'un des chapitres les plus mystérieux de la vie de Ball. Si l'évaluation de Gary s'avère correcte, la plaque provenait presque certainement d'une arme à feu de qualité peut-être montée près de la crosse ou du mécanisme de verrouillage. Marty suggère de retracer l'artefact auprès de fabricants d'armes à feu britanniques connus, en espérant que des recherches supplémentaires pourraient éventuellement révéler à la fois une date précise et peut-être même le fabricant d'origine. Une seule plaque gravée peut sembler modeste, mais dans les enquêtes historiques de minuscules indices deviennent souvent les clés qui révèlent des histoires bien plus vastes. Une fois de plus, la conversation revient à Samuel Ball lui-même. À cette époque, une arme à feu finement conçue représentait bien plus qu'un outil de chasse pratique. C'était également un symbole de richesse, de statut et de sécurité financière des biens difficiles à acquérir pour les agriculteurs ordinaires qui luttent pour survivre. Chaque artefact récupéré dans la propriété de Ball semble renforcer la possibilité que sa prospérité s'étende bien au-delà de ce que les documents historiques traditionnels ont documenté. Pour Marty, cette petite plaque brevetée constitue une autre preuve discrète à l'appui d'une théorie que l'équipe réfléchit depuis des années. Ball possédait peut-être des ressources bien plus importantes que quiconque n'a jamais pu l'expliquer. Chaque découverte ajoute une petite pierre à une fondation de plus en plus convaincante, suggérant que sa remarquable réussite financière mérite un examen beaucoup plus approfondi. Le mystère entourant Samuel Ball refuse de s'estomper. Au lieu de cela, cela devient plus fascinant avec chaque artefact récupéré sur ces terres. L'équipe stocke soigneusement la plaque nouvellement découverte avec la collection croissante de découvertes
avant de poursuivre ses recherches. Pourtant, le prochain mystère qui les attend ne peut pas être simplement soulevé de terre avec une pelle. Au lieu de cela, il est enfoui dans l'histoire extraordinaire d'Oak Island, caché sous plus d'un siècle de questions sans réponse, de découvertes oubliées et d'histoires qui ont continué à inspirer des générations de chasseurs de trésors. Pour comprendre pourquoi des chercheurs expérimentés peuvent se tenir à côté du marais et mentionner sérieusement l'Arche d'Alliance, il devient nécessaire de remonter le temps. Bien avant que la technologie actuelle n'existe, Oak Island avait déjà acquis la réputation d'être l'un des sites aux trésors les plus déroutants de l'histoire. Les légendes de l'île ne sont pas apparues du jour au lendemain. Ils se sont construits lentement au fil de décennies de découvertes remarquables, de fouilles ratées et de mystères qui refusaient de disparaître. L'un des chapitres les plus importants a commencé en 1893 lorsque le chasseur de trésors déterminé, Frederick Blair, a créé la Oak Island Treasure Company. Blair croyait fermement qu'une technologie de forage améliorée permettrait enfin à son équipe de pénétrer plus profondément sous l'île que n'importe quelle expédition précédente. Contrairement à de nombreux chercheurs antérieurs, il a abordé l'île avec une confiance renouvelée, convaincu que l'équipement moderne pouvait réussir là où des générations de travail manuel avaient échoué. 4 ans plus tard, en 1897, le principal opérateur de forage de Blair, William Chappell, commença à forer un puits d'exploration près de l'emplacement du Money Pit original, le tristement célèbre site qui avait déjà englouti des fortunes, des équipements et même des vies. Le travail progressait lentement, reposant presque entièrement sur le toucher, la résistance et le son, car les ouvriers ne pouvaient pas réellement voir ce qui les attendait sous eux. Chaque rotation de la foreuse comportait la possibilité soit d'une déception, soit d'une découverte qui changerait l'histoire. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Profondément sous la surface, la foreuse de Chappell a touché un matériau contrairement à tout ce que l'équipage s'attendait à rencontrer. La sensation transmise par les longues tiges d'acier a immédiatement signalé qu'il ne s'agissait pas d'une couche de sol ordinaire ou d'un substrat rocheux naturel. Aucun des hommes qui se trouvaient au-dessus n'aurait pu imaginer que l'objet mystérieux se trouvant en dessous d'eux deviendrait finalement l'une des découvertes les plus discutées et controversées de toute l'histoire d'Oak Island, alimentant les spéculations qui continuent de captiver les chercheurs plus d'un siècle plus tard. Et puis loin dans l'obscurité, la perceuse a heurté quelque chose qu'elle n'était jamais censée toucher, une couche dure semblable à du ciment bien sous la surface. L'équipage en était venu à croire qu'il y avait un coffre-fort en dessous, une chambre délibérément scellée construite par quelqu'un pour une raison quelconque il y a longtemps. Lorsque la perceuse a finalement percé, ils ont fait apparaître quelque chose de presque trop petit pour être remarqué, une boule de matière de la taille d'un pois coincé dans les travaux. Un des participants a remarqué ce petit phénomène, c'était comme une petite boule brune de la taille d'un pois. Un homme l'a ouvert avec une pince à épiler lentement et régulièrement. La façon dont vous gérez une chose que vous soupçonnez appartient à l'histoire. C'était du parchemin, un minuscule fragment sur lequel étaient gravées des lettres, un V et un I écrites à l'encre de Chine, de la main prudente d'une personne instruite d'un âge plus avancé. Encre sur parchemin scellé dans une voûte tirée d'environ 153 pieds sous terre. Asseyez-vous avec ça pendant une seconde. Qu'est-ce qu'un document manuscrit faisant cela en profondeur, scellé soigneusement sur une petite île au large de la Nouvelle-Écosse? Certains se sont sérieusement demandé s'il pouvait s'agir d'un fragment d'un manuscrit original, voire d'une page manuscrite perdue, liée à Shakespeare lui-même. Cela semble impossible, mais à Oak Island, l'impossible a l'habitude de frapper, puis l'île l'a repris. Presque au moment où l'équipage saisit ce qu'ils avaient à toucher, le sol humide et pourreux commença à céder sous eux. La structure connue, aujourd'hui sous le nom de Chappell Vault, a commencé à couler lentement, silencieusement et imparable, s'enfonçant plus profondément dans la terre à chaque heure qui passait. Ils restèrent là et le regardèrent disparaître, les mains vides, incapables de tenir la seule preuve solide d'une chambre enterrée. Alors qu'il glissait entre leurs doigts et descendait dans l'obscurité, aucun forêt n'a atteint depuis. Pensez à ce que cela a dû ressentir de toucher la réponse avec la pointe d'une perceuse, puis de la sentir redescendre dans les profondeurs, pouce par pouce, sans aucun espoir de l'atteindre à nouveau. Tout ce qui était écrit sur ce parchemin est tombé avec lui, et il est peut-être encore là, scellé dans la même obscurité qui a pris le coffre-fort, et il a laissé derrière lui une théorie trop tentante pour que quiconque puisse l'abandonner. Les 10 pierres et la pointe noyée. Cette théorie a trouvé son maximum. Il croit obstinément au chercheur Peter Amundsen. En 2013, Amundsen est venu à Oak Island pour tester une idée dont la plupart des gens se moqueraient et qu'il traite comme un puzzle exigeant d'être résolu.
Il pense que des indices cachés dans le premier folio des œuvres complètes de Shakespeare pointent vers les propres manuscrits. Manuscrits originaux du barde enterré, ici même sous cette terre, sous cette eau. Pour Amundsen, les enjeux sont presque sains. S'il y a vraiment des documents là-bas, des informations anciennes, des connaissances anciennes, alors pour lui cela est tout aussi riche, merveilleux et magique qu'un coffre débordant de diamants et de rubis. Il ne court pas après l'argent, il court après le sens, et il est convaincu que l'île elle-même est la carte qui y mène. Sa théorie est la suivante: la clé de l'entrée du coffre-fort, dit-il, commence par un endroit qu'il appelle Mercy Point, l'un des 10 lieux disséminés sur Oak Island, chacun étant lié à un symbole sur ce qu'on appelle l'arbre de vie, et chacun étant délimité dans le monde réel par un seul rocher stratégiquement placé. Dix Pierres, Dix Symbols, une porte cachée attendant à la fin de la séquence. Il n'y a qu'un seul problème, et c'est un problème humide. Le Mercy Point ne se trouve pas sur un terrain sec et accessible à pied. Il gît noyé sous environ 6 pieds d'eau près de la limite haie du marais en forme de triangle de l'île. Le seul endroit qui a repoussé toutes les tentatives de le drainer et de le lire pendant des décennies. Ils pataugent quand même leurs bottes, s'enfonçant dans le fond mou et sont dans la boue sous la surface. L'eau est sombre et froide et ne lâche rien facilement. À un moment donné, le sol sous eux sonne creux, une seule note qui pourrait signifier tout ou rien du tout. Cela sonnait creux, dit l'un d'eux, et pendant un instant toute l'équipe se penche vers cela retombé. Il continue de pousser, de tester, d'écouter, et le marais fait ce qu'il fait toujours. Il refuse de répondre. Amundsen part sans preuve, et il repart toujours aussi convaincu qu'il a raison. Et lorsque l'équipe prend du recul et demande s'il pourrait l'être, la réponse honnête est celle qui fait respirer tout cela. Peut-être qu'il l'est, car lorsqu'il s'agit de ce qui pourrait réellement être enfoui dans ce marais, les possibilités dépassent les limites de la croyance. Debout au bord de l'eau noire, un des Laginas les nomme à voix haute, un à un. Les folios shakespeariens, un coffre-fort de documents rosicruciens, le Saint Graal et l'Arche d'Alliance elle-même. Il ne dit pas qu'ils l'ont déterré, et qu'aucune boîte dorée n'est sortie de cette boue. Il nomme la limite extérieure de ce qu'une place aussi obsessionnellement délibérément cachée pourrait occuper et admet qu'il existe des raisons crédibles de penser qu'une partie de cela est véritablement possible. Alors ont-ils trouvé des preuves de l'arche-pas, un coffre doré sorti de la boue? Non. Ce qu'ils ont à la place, c'est un marais qui se comporte comme s'il avait été conçu, une voûte qui a coulé avant de pouvoir parler, et un homme prêt à prononcer les mots à haute voix. Mais une chose cachée aussi bien a besoin d'un moyen d'entrée. Et la prochaine recherche est sur le point d'aller à la recherche de la porte des anneaux qui ont disparu. Si ces marailles s'étaient vraiment construits pour cacher quelque chose, alors il lui fallait un moyen de faire sortir quelque chose de lourd de l'eau et du rivage. C'est exactement ce que recherche la prochaine recherche. Gary aperçoit le reste de l'équipage qui arrive et salue la journée comme il en salue une bonne. Rick Lagina, l'historien d'Oak Island, Doug Crowell et l'arpenteur Steve Guptill se dirigent vers le lot 15 près de la limite est du marais à la recherche de quelque chose dont l'île murmure depuis des années et que presque personne vivant n'a jamais posé les yeux. Les boulons à anneaux. Cela remonte au regretté Fred Nolan. On s'en situe, alors qu'il exploitait sa propre propriété à Oak Island. Nolan a affirmé avoir trouvé plusieurs boulons à anneaux en fer enfoncés dans des rochers le long de la rive et du marais. Il y a tellement de choses à Oak Island, vous avez entendu parler d'une pierre de 90 pieds de ces anneaux et personne ne les a jamais vus depuis longtemps. Les boulons à anneaux, le type de matériel lourd que vous utilisez pour attacher quelque chose de grand. Et peu de temps après, il aurait retiré les eaux d'un navire du marais lui-même des morceaux qu'il a décrits comme des dallots et une partie d'un mât. Les restes d'un véritable voilier posé dans une tourbière sur une petite île, loin de toute mer ouverte. Ce n'étaient pas de petits morceaux de bois flottés, c'étaient les os structurels de quelque chose construit pour traverser un océan finissant d'une manière ou d'une autre, ses jours coulés dans un marais de Nouvelle-Écosse. Réalisez cela, un navire dans un marais où aucun navire n'a à se trouver. Cela a conduit Nolan à une conclusion stupéfiante. Il en est devenu à croire que les boulons à anneaux avaient autrefois été utilisés pour amarrer un galion au trésor et que le marais n'était pas du tout naturel, qu'il avait été creusé et façonné par des mains humaines dans le seul but de cacher un navire et tout ce qu'il transportait. Pour Rick, retrouver les anneaux perdus depuis longtemps est extrêmement important car Nolan les a utilisés comme l'une de ses principales lignes de référence, un point fixe qui l'a conduit découverte après découverte à travers l'île. Trouver les boulons, Rick le sait, et vous pourriez bien trouver la pièce du puzzle qui fera en sorte que tout le reste se mette en place. Il y a bien sûr un piège. Fred a enlevé les anneaux qu'il a trouvés, mais son fils Tom Nolan a confié à Rick qu'il pensait qu'un ou plusieurs d'entre eux étaient peut-être encore là-bas, attendant dans les rochers au bord de l'eau.
Ainsi, l'équipe se disperse sur le sol. Steve calcule un rayon de recherche et le boucle à partir d'un point central, et Gary travaille les rochers, tandis que Rick retire les broussailles devant lui. Il signale les rochers suffisamment gros pour servir de pierre d'ancrage du genre qui devrait, si l'histoire tient le coup, être transpercée de part en part par du fer lourd. Puis le détecteur émet un signal sonore. Du fer lit Gary, assis à 8 ou 9 pouces, une cible solide de 8 ou 9 poussées. Creuse dit, Rick et Gary coupent pendant que les autres nettoient le sol. Ils creusent lentement et prudemment, et quelque chose se détache du sol. Gary le libère, et même lui est pris au dépourvu. Il ne s'attendait pas à cela. Une lourde dalle incurvée en vieille fonte, et une fois qu'il l'a essuyée, son verdict est plat et certain. Il s'agit d'une partie d'un vieux poêle en fonte ou d'une marmite. La pièce avant qui aurait couru le long de la façade d'un vieux poêle ventral. Du vieux fer, un âge réel, aucun doute là-dessus. Un fragment de poêle peut ressembler à une déception après avoir chassé des boulons à anneaux. Johan n'est pas. Doug le connecte en un seul souffle. Lorsque Fred a déplacé une pierre juste en haut de la colline d'où il se trouve. Maintenant, il a trouvé des parties d'un vieux poêle en fonte enterré en dessous et il l'a appelé un poêle de bateau. Gary put également voir celui-ci sortir d'un navire, surtout ici, juste au bord du marais. Un navire brûle sur la terre ferme à côté d'un marécage qui aurait englouti un navire entier. Les morceaux commencent à rimer les uns avec les autres et tous ceux qui se trouvent dans cette clairière peuvent le ressentir. Ils sont partis à la recherche d'une partie du mystère, et le sol leur en a tendu une autre sans avertissement comme cette île semble toujours le faire. L'histoire ne fait que renforcer cette intuition. En 1941, alors qu'il inspectait sa propriété, Fred Nolan découvrit 6 rochers massifs formant le motif mégalithique maintenant connu sous le nom de Nolan's Cross. Convaincu que les rochers pourraient recouvrir des caches de trésors enfouis, il a creusé sous plusieurs d'entre elles. Il n'a trouvé aucun coffre en or, mais il a trouvé des fragments d'un poêle en fer qui, selon des recherches ultérieures, pourraient provenir d'un galion du XVIIe siècle. Si Rick et l'équipe peuvent confirmer que ce nouveau fragment provient également d'un grand voilier, cela devient un véritable indice pointant vers la question la plus ancienne de toutes, qui était derrière le mystère d'Oak Island en premier lieu, et ils savent exactement qui lit un morceau de fer comme une écriture Carmen Legge. Rick pense qu'il aura certainement une opinion, et à Oak Island son opinion a du poids car l'homme peut regarder un vieux morceau de métal et vous dire quel âge il a et d'où il vient probablement dans le monde. Doug dit, ce qui capture toute la journée qu'ils sont venus chercher une partie du mystère, les anneaux, et qu'ils s'en vont peut-être en tenant un fragment d'une autre entièrement. Ce qui vous amène seulement à vous demander ce que ce terrain tient tranquillement d'autre, et il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est cette section transversale parfaite, nous l'avons trouvée. Cela ne se passe pas ainsi. Vous y trouvez toutes sortes de morceaux de poterie et d'autres choses, la décharge qui a prouvé l'histoire. La réponse attend sur le lot 12 et le simple fait d'y mettre le pied signifie quelque chose pour Rick et Marty Lagina. Aux côtés de Charles Barkhouse et Gary Drayton, ils sont arrivés à la recherche de terres qui appartiennent désormais à la famille de Fred Nolan. Pour la première fois depuis la mort de Fred, son fils Tom a accordé à l'équipe l'accès aux 16 acres, y compris le terrain où, selon Rick, Fred a fait certaines des découvertes les plus importantes de l'île. La croix de Nolan parmi eux. Il y a une cible ici, marquée sur les propres cartes de Fred, comme un lieu d'une importance particulière. Nolan l'a un jour décrit comme une ancienne décharge. Cela semble peu glamour, et il est plus lourd qu'il n'y paraît, car des chercheurs antérieurs ont rapporté avoir trouvé à cet endroit même des preuves qui, selon eux, étaient liées à la construction originale du gouffre financier. Des déchets en d'autres termes, mais peut-être les déchets de ceux-là même qui ont creusé la plus grande énigme de l'île. Marty le dit clairement. Miles recherche des indices sur ce qui s'est passé ici il y a longtemps, au cours des années que toute l'équipe cherche désespérément à comprendre. Si les gens qui ont construit le gouffre financier ont réellement laissé leurs déchets derrière eux, alors cette parcelle de terre banale pourrait contenir les premières empreintes digitales honnêtes qu'ils aient jamais trouvées. Un opérateur de pelle rétrocaveuse nommé Jim ouvre une tranchée peu profonde à environ 2 pieds de profondeur, coupant une ligne nette sur le sol en direction de l'endroit qu'il souhaite atteindre. Ensuite, les détecteurs se mettent au travail sur le sol frais. Marty obtient un coup repasse en premier. Il creuse et un clou carré apparaît du genre fait à la main qui témoigne d'un siècle plus ancien. Et puis juste à côté, quelque chose de mieux. De la poterie, pas un seul tesson non plus. Morceau après morceau sort du mur de la tranchée jusqu'à ce que Marty plaisante à moitié en disant qu'il pourrait reconstruire un service de table entier à partir de ce qui se trouve dans la terre. De gros morceaux, des morceaux différents, plus que ce que l'on s'attendait à voir.
Ils ont atteint la décharge, le tas d'ordures dont Fred Nolan a parlé toujours, là où il a été jeté il y a qui sait combien de temps. Il s'agit d'une coupe transversale parfaite, la couche de débris se trouvant juste là dans le mur de la tranchée, et la réalisation qui traverse le groupe est presque vertigineuse. Ça y est, juste là, dit Marty à Rick. Ils l'ont trouvé. Charles s'avère avoir un œil aiguisé, arrachant éclat après éclat du sol, jusqu'à ce que Marty le couronne champion de poterie de toute la journée. Cela semble humble, et cela atterrit comme un marteau à cause de la question qui se trouve en dessous. Ces fragments pourraient-ils être liés au mystère d'Oak Island, laissé par ceux-là même qui ont creusé le gouffre financier original? Ils tracent le bord de la décharge, une section transversale nette, où les débris s'arrêtent simplement. Exactement le genre de fonctionnalité que vous espériez trouver. Ils l'ont localisé, ils l'ont confirmé. Après tout, les histoires étaient vraies. Et c'est ce qui en fait une journée qui vaut la peine d'être vécue, peut-être plus qu'une découverte plus flashy n'aurait jamais pu l'être. Rick résume toute la recherche dans une seule pensée tranquille. Dès le début, ils se sont tournés vers le passé et ont essayé de confirmer ce qu'il essayait de leur dire depuis le début. Et aujourd'hui, ils ont emmené une histoire sur le terrain et l'ont corroborée, l'ont transformée d'un conte en un fait posé dans une tranchée. C'est important, Rick le sait, alors qu'ils avancent dans tout ce qui les attend encore. Mais prouver que ce dépotoir est réel ne fait qu'accentuer la question plus difficile, celle qui les hante depuis le début. Quelque part dans ce tas de poteries brisées et de vieux fers se trouve le plus ancien objet de tous. Et l'objet le plus ancien pourrait enfin nommer qui se trouvait ici au cours des années qu'il a le plus besoin de comprendre. C'est toujours une question de date. Carmen Lega et les autres peuvent te donner un âge au fer et à la poterie s'ils ont la chance de les étudier. Et l'un de ces fragments peut porter une date suffisamment ancienne pour tout changer. Et jusqu'à ce qu'il le fasse, la seule réponse qui ouvrirait toute cette île est toujours là-bas dans la terre, attendant d'être soulevée vers la lumière. Voici donc ma question, et je le pense, déposez votre réponse ci-dessous. De tout ce qui a pu être enterré dans ce marais, les in-folios de Shakespeare, les documents rosicruciens, le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance elle-même, lequel pensez-vous que les constructeurs ont fait des efforts si impossibles pour protéger? Dis-moi pourquoi. Et si vous voulez être là lorsque l'équipe ira enfin plus loin, abonnez-vous et activez les notifications pour que la prochaine découverte vous parvienne dès qu'elle fait surface. La saleté garde encore ses secrets, mais plus pour très longtemps.